Alors ce soir, nous allons, avec monsieur André Derval, pour vous parler de Michel Ragon. Vous le savez, l'actualité de Michel Ragon est très riche en ce moment à l'occasion du centenaire de sa naissance. Il était donc né en 1924. On présente dans les collections, dans le nouvel accrochage des collections permanentes du musée, un hommage à Michel Ragon qui s'intitule Expression et non-figuration. Ça reprend le titre de l'un de ses premiers ouvrages consacrés à l'art moderne, où il parle, où il est notamment question de Gaston Chessac. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous pouvez aussi voir à Nantes, au Passage Sainte-Croix, une exposition qui dure jusqu'au 8 juin, qui lui est consacrée, qui s'appelle, je crois, Ragon, enfant du Bouffet. Oui. Vous avez ici, sous les yeux, je l'ai dans la main, la revue de la région des Pays de la Loire 303, qui a consacré un numéro à Michel Ragon, où on retrouve d'ailleurs une contribution d'André Derval. Et puis, bien sûr, last but not least, l'ouvrage d'André Derval, qui est... Un grand merci à vous tous d'être venus si nombreux assister à cette communication. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et je commencerai tout de suite par une citation de Michel Ragon, extraite d'un livre d'entretien accordé au journaliste Maurice Chavardès, livre sobrement intitulé « Ma Vendée ». À la fin du Cocher du Boiroux, un roman publié en 1992, il y a un jeune châtelain qui s'en va dans le Marais à la recherche de son ami Clovis, le cocher. Il se perd et il s'enlise. Ça aussi, ça fait partie de mes obsessions, parce que je me suis enlisé une fois. J'ai eu l'impression vraiment terrible d'être aspiré par le sol. J'ai appelé. Quelqu'un est venu, qui m'a lancé une corde, sans trop s'approcher. La peur de s'enliser aussi. Je m'en suis tiré, quitte pour l'épouvante. Et cette image qui m'est revenue dans le Cocher du Boiroux, il y a toujours des éléments biographiques dans mes livres. Il dira ailleurs, terre étrange que la Vendée, que cette Vendée, curieux mélange de terre et d'eau. Et souvent, entre la terre et l'eau, il y a le sable. Les sables, qui peuvent être mouvants, et dans le cas des sables d'Olonne, ont pu être émouvants pour Michel Ragon, nous verrons comment. Le premier écueil, si je puis dire, sera pour moi de ne pas m'enliser dans ma présentation. Vous serez gentil de me lancer une corde, le cas échéant, et j'essaierai de ne pas vous entraîner avec moi vers l'asphyxie. La bouche ouverte accompagne souvent l'auditoire, gagné par l'endormissement produit à l'écoute d'une conférence particulièrement accablante d'ennui. Et pour tout dire, soporifique. Gageons que ce ne sera pas le cas avec le sujet, ou le ci-devant Michel Ragon, que j'ai eu l'honneur de fréquenter en tant qu'ami pendant une trentaine d'années. Lui-même était familier des prises de parole en public, et il se gardait bien de prendre une attitude pontifiante où l'utilisation du jargon spécialisé agit comme autant de coups de menton. Donc, vous l'avez compris, ce petit préambule a un autre objet que d'essayer de se placer entre divertissement liminaire, prise de contact et diversion. Il s'agit aussi pour moi de vous faire partager l'une des leçons les plus importantes que m'a donné Michel Ragon et au fil de la lecture de son œuvre si foisonnante. Cette leçon, c'est que le public que l'on veut atteindre, et Michel Ragon le souhaitait aussi large que possible, ce public est souvent plus réceptif à des formes d'expression simples, avec quelques résonances personnelles, qu'à un ton sentencieux, prétendument objectif. Dans le prolongement de la biographie que je lui ai consacrée, j'ai choisi pour titre de la communication de ce soir Michel Ragon, du Pont des Sardines au Marin des Sables. Il y sera question de son parcours exceptionnel, débutant en Vendée, y revenant souvent et illustré par de grandes amitiés vendéennes. Cette biographie, il est bien naturel que vous ne l'ayez pas tous lue, n'est-ce pas?
Enfin, pas encore, bien sûr. Et je l'ai voulu telle qu'elle donne envie de lire les différents domaines où il a exercé son art d'écriture. J'ai donc beaucoup parlé de ses livres, mais il est nécessaire, dans un premier temps, de rappeler à grands traits les différents mouvements de sa symphonie personnelle. Donc, Michel Ragon est né en 1924. Il a passé l'essentiel de son enfance en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Sa famille est d'origine très modeste. Des paysans et des artisans bourreliers du côté paternel, d'anciens domestiques vivant de lessive et de jardinage du côté de la mère, Camille. Le père, Aristide, a fait carrière dans l'armée coloniale et a vainement essayé de convaincre sa jeune épouse de s'établir en Asie du Sud-Est. Il retourne en Vendée en s'adonnant un peu trop à la boisson, notamment au cours des multiples visites à la famille paysanne, qui lui façonne une image de personnage haut en couleur, grand raconteur d'histoire. L'alcool a probablement aggravé une maladie pulmonaire contractée durant son service. Maladie pulmonaire qui affecte également Odette, la demi-sœur de Michel, ramenée de Thaïlande, puis du Vietnam. Aristide meurt précocement. Michel a tout juste 8 ans. Odette est placée en pension, puis en sanatorium. Mère et fils, eux, logent chichement chez les grands-parents, dont les moyens de subsistance sont très limités. Michel et sa mère, Camille, parviennent un peu à calmer la douleur du deuil en se réfugiant dans la pratique de la lecture. Ils en deviennent même assez boulimiques pour leur situation respective, pour des gens de leurs conditions, comme on dit. Il semble bien que Michel soit alors assez introverti. Et je passe sur quelques épisodes de cette époque, toujours est-il qu'il n'est certainement pas en mesure de contredire sa mère lorsque celle-ci décide que sa scolarité s'arrêtera au certificat d'études primaires. Il aurait pourtant pu bénéficier de dispositions particulières réservées aux pupilles de la nation. Mais le destin, et sa mère comme instrument de celui-ci, en ont décidé autrement. Camille prendra rapidement d'autres décisions. Quitter Fontenay-le-Comte et s'installer à Nantes, peut-être à l'invitation de sa sœur, la tante Clarisse. Très attaché à ses grands-parents, Michel ressent une immense tristesse à laquelle vont se surajouter les sentiments d'injustice sociale à l'arrivée dans la grande ville portuaire de l'Ouest. À 14 ans, il enchaîne les petits boulots, garçon de course, manœuvre, courantin. Certes, il ne suit plus d'études, mais il est passionné, voire possédé par la lecture. Et l'on a pu voir dans l'exposition Michel Ragon de la Vendée à l'écriture, présentée à l'hôtel du département puis à Montaigu, des documents étonnants, donnant à voir l'étendue de cette soif de lecture, sous la forme de petits répertoires, consignant de façon habile et systématique des noms d'auteurs, les titres des œuvres qu'il a dévorées. C'est une archive exceptionnelle, à la fois émouvante et très riche d'enseignements pour qui cherche à l'étudier. Reste que ses conditions de vie demeurent très dures. Le travail est éreintant. Il est obligé d'en venir au point lorsque ses collègues veulent régulièrement le forcer à boire. Il éprouve en effet une profonde aversion de l'alcoolisme. On aura compris pourquoi. Il est mordu par un rat durant son sommeil dans le petit logis qu'il occupe avec sa mère dans une cohabitation de plus en plus difficile. Visiblement, seule la lecture lui apporte du réconfort. Sans grands moyens, il emprunte auprès des bibliothèques paroissiales et il loue des livres auprès de libraires pratiquant le prêt payant. Et puis, alors qu'il arpente les rues nantaises entre deux courses, il tombe en arrêt devant des peintures exposées devant les locaux du journal Ouest Éclair. Peintures d'étudiants des Beaux-Arts qu'il aura bientôt l'occasion de rencontrer et qui, pour deux d'entre eux,
seront des amis à vie, James Guittet et Martin Barrett. Il s'enhardit peu à peu, passant outre son statut d'autodidacte, pour écrire des poèmes, et, plein d'audace, il les envoie aux célébrités du temps, Georges Duhamel ou Paul Fort. Il cherche simultanément à rencontrer les écrivains de l'école de Rochefort. Puis il va jusqu'à organiser dans des librairies des lectures-débats sur le sujet qui est devenu central pour lui, la littérature du peuple. Cela lui apparaît comme une évidence. Il doit s'informer, diffuser sur ce sujet crucial, et pour cela, il se met à correspondre avec ceux qu'il a identifiés comme des références, les écrivains Henri Poulaille et Armand Robin. Soudain, il doit fuir Nantes et prendre le maquis dans la campagne vendéenne. Il a été dénoncé pour ses actions d'agitation, de tractage à l'encontre de la milice française. À son retour à Nantes, il renoue avec les écrivains de Rochefort, qui le mettent en contact avec les poètes résistentialistes, dont Robert Giraud, qui va publier dans le recueil Couronne de vent, qui va le publier dans le recueil Couronne de vent tout début 1945. Robert Giraud, qui va devenir l'un de ses plus proches amis quand ils seront tous deux montés à Paris, dont Giraud décrira toute la poésie populaire à travers de merveilleux livres. Pour Michel Ragon, l'installation parisienne intervient à la fin de l'été 1945. Et il a toujours pour principale préoccupation d'arriver à publier une histoire des écrivains du peuple. À Paris, alterne le pire et le meilleur. Il travaille dur pour des salaires de misère. Il habite des logements insalubres. L'ami James Guittet, qui est venu le rejoindre, tombe d'ailleurs gravement malade. Mais Ragon a, dès cette arrivée dans la capitale, la grande chance de rencontrer une figure de l'édition de cette époque, Henri Poulaille, lequel Poulaille défend bec et ongle, depuis la fin des années 1920, ce qu'il désigne en tant que littérature prolétarienne. Poulaille, qui travaille aux éditions Grasset, va être pendant plusieurs années un soutien sans faille pour Ragon. Grâce à lui, il publie ses poèmes, ses premières critiques aussi. Poulaille va l'aider à diriger une revue, Les Cahiers du Peuple, en 1946, puis a publié son premier essai sur les écrivains du peuple en 1947, essai que Poulaille a préalablement et abondamment corrigé. Ragon va rapidement aussi rendre visite au poète Armand Robin, qui va lui ouvrir grand les portes du monde libertaire entrebâillé par Poulaille. Ragon a par ailleurs la bonne fortune de rencontrer de nombreux artistes, principalement des peintres, car il fréquente assidûment les galeries et les salons d'art abstrait. Comme il y a peu de visiteurs, il se fait remarquer. Et comme il donne des articles de ci, de là, dans la presse, les peintres, qui pour la grande majorité d'entre eux vivent dans un grand dénuement aussi, lui demandent d'écrire sur leurs œuvres. Il débute dans le journal Art, puis sera étroitement associé à la revue Simèse, qui deviendra une référence dans le domaine de l'art contemporain. C'est ainsi que Ragon acquit, en quelques années, une notoriété de critique d'art à la plume originale, acérée et redoutée, pourfendant les académismes et défendant l'abstraction lyrique, le mouvement Cobra, regroupant des artistes de Copenhague, Bruxelles et Amsterdam, l'art informel et l'art brut. Carrière de critique d'art qu'il suivra le reste de sa vie, même si les dernières années lui apportèrent un lot de désillusions qu'il rapporta dans son récit « Journal d'un critique d'art désabusé ». Le reste de la carrière de Michel Ragon est tout aussi passionnant. Il deviendra romancier. Les débuts sont encourageants, mais difficiles. On voit à l'écran les couvertures de ces romans des années 1950.
puis 1960, aux sujets très divers, mêlant art, politique, dureté de la vie sociale, finalement tournée en dérision. Dans ces années-là, 50 donc, il tire de maigres revenus de boîtes de bouquinistes qu'il tient sur les quais de Seine, et il bourlingue dans toute l'Europe, au Japon et aux États-Unis. Il visitera ensuite l'Amérique du Sud, le Proche-Orient, l'Afrique et la Russie. Au creux des années 1950, il commence à se prendre de passion pour l'architecture et l'urbanisme, toujours motivé par le souci des conditions de vie de la population. Il publie divers ouvrages sur le sujet, tient des chroniques régulières dans la presse, parfois assez polémiques, jusqu'à la publication de sa monumentale Histoire de l'architecture et de l'urbanisme moderne, en 3 tomes, qui fait encore autorité. Et dans le même temps, il ne perd aucune occasion de questionner l'aspect sociopolitique de l'urbanisme. En 1974, il intègre l'École nationale des arts décoratifs comme enseignant. L'année suivante, il devient docteur ès lettres, passant ainsi directement du certificat d'études primaires à la thèse d'État. Cette nouvelle situation lui apporte une certaine stabilité qui va lui permettre de relancer son œuvre littéraire. Cela se fera en 2 temps. Tout d'abord par ses romans autobiographiques, L'accent de ma mère, Ma sœur aux yeux d'Asie, qui révèlent une voix naturelle et une sensibilité aiguë, mais sans aucune complaisance. Donc à la suite, il y a quelques diapos où on le voit en train de croquer un sandwich avec sa mère devant ses bottes de bouquiniste. Puis on voit également à la suite Odette, donc qui est en aide-soignante dans le parc d'un sanatorium. Dans un dernier temps, un roman évoquera les grands-parents bien-aimés dans Un rossignol chantait. Et à droite, à l'écran, on voit un café où le grand-père Constant allait vider quelques chopines. Puis, de fil en aiguille, ses souvenirs d'enfance se déroulant en Vendée sortent de nouveaux romans, ayant pour décor la Vendée au cours de son histoire, les guerres insurrectionnelles contre la politique centralisatrice de la Révolution française, puis, dans la Louve de Mervan, contre celle de Louis-Philippe. Ces romans achevèrent de fonder la célébrité de Michel Ragon, romancier, de conteur hors pair. Les Mouchoirs rouges de Cholet s'ouvrent sur un paysage de désolation, celui laissé par les troupes républicaines après leur campagne d'extermination en 1793. Les personnages, les survivants, doivent rebâtir. Renaître en quelque sorte, se reconstituer selon des principes ancestraux en essayant d'échapper aux pièges de cette époque troublée. L'action du cocher du Boiroux se situe, elle, plus tard, met aux prises les survivances de l'Ancien Régime face aux grands bouleversements orchestrés par la Révolution industrielle, cette fois. Tous ces romans connaissent un grand succès auprès du public. Plusieurs centaines de milliers d'exemplaires vendus. Sur cette lancée, il publie un roman d'aventure de flibustier, se déroulant au XVIIe siècle, Le Marin des Sables, dont le héros s'appelle bien sûr l'Olonois. Nous reviendrons sur ce personnage étonnant. S'ensuivit un grand roman mêlant lutte politique et révolution urbanistique au XIXe siècle, Un si bel espoir, entre les révolutions de 1848 et de 1871, entre planification et utopie. Il y aura aussi un roman très surprenant, Les coquelicots sont revenus, qui en 1995
dépeint avec une grande acuité les tensions du monde rural telles qu'elles ont pu s'exprimer récemment. Il réutilisera d'ailleurs le décor rural dans son roman La ferme d'en haut, cette fois pour dénoncer ce que l'on a coutume d'appeler le racisme ordinaire. Sa dernière fiction est un roman psychologique, aux accents très contemporains, Le prisonnier, où Ragon interroge les liens du réel avec la fiction dans le quotidien du romancier. Il a fait aussi paraître plusieurs ouvrages sur son engagement politique, qu'il n'a jamais renié, proche de l'anarchie. Pas celle brandie par les vedettes de télévision prétendument non conformistes, non, la vraie. Il a entretenu ainsi de vieilles amitiés avec les animateurs de la Fédération anarchiste. Il a proposé des synthèses historiques, la Voix libertaire et le Dictionnaire de l'anarchie, aux informations très structurées, où il remet les pendules à l'heure sur ce mouvement très dénigré, mais où il n'hésite pas à faire entendre sa différence par rapport à la vulgate militante. L'histoire de l'anarchie au XXe siècle, il l'a dépeinte également avec justesse et émotion à travers un grand et beau roman, La mémoire des vaincus, du Paris de la bande à Bono à la Révolution d'Octobre et à la guerre d'Espagne, s'achevant entre des boîtes de bouquinistes sur les quais de Seine. Ce chef-d'œuvre de Michel Ragon est de nouveau disponible en librairie, puisque l'éditeur a décidé de célébrer le centenaire de la naissance de Ragon en le republiant, ainsi que L'accent de ma mère et Ma sœur aux yeux d'Asie. Pour être à peu près complet, mais cet homme-là a vraiment beaucoup écrit. Et j'en apprends régulièrement davantage grâce à un réseau bien informé et à des chercheurs passionnés, comme Patrick Verdun, qui me fait l'amitié de sa présence dans la salle et que je salue fraternellement. Signalons donc qu'il a signé la première monographie sur le dessin d'humour, rééditée en poche. Il a mis en avant le côté subversif du dessin d'humour dans plusieurs albums, numéros spéciaux de revues et de magazines. Il a aussi écrit des biographies, certaines romancées, comme celle de Rabelais, récemment rééditée, elle aussi, ou de Jeanne d'Arc, mais toujours rigoureusement documentées. Dans ce cas, on peut plus parler de pamphlets biographiques au sujet de Marx, mais il a écrit aussi sur le peintre Courbet, sur Clémenceau, sur l'architecte Le Corbusier ou la figure de la Commune de Paris, Louise Michel. Il sera d'ailleurs le scénariste d'un film sur cette dernière, et notamment sa vie en déportation en Nouvelle-Calédonie. Il livra enfin 2 livres de mémoire, littéraires et artistiques, présentés à l'écran, ses débuts à Paris, dans D'une berge à l'autre, et ses souvenirs avec ses amis peintres, dans Le regard et la mémoire. Il était donc totalement légitime qu'une vie aussi bien remplie fasse l'objet de célébrations lors de grandes expositions, dont une nationale au Centre Pompidou, de colloques, de conférences sur sa vie, toute une existence marquée par la passion pour l'art et pour la littérature d'expression populaire, sur laquelle il reprit l'ouvrage de multiples fois, la dernière en 1986. Pour information, une journée d'études sera organisée sur ce thème le 26 juin prochain au campus Condorcet de Paris. Art et peuple. Tel était d'ailleurs le titre du dossier dirigé par Michel Ragon dès 1948 dans la revue Offris, où il avait convié ses grands amis, Robert Giraud et le poète Jean Anselme. Le numéro comportait un manifeste de l'épiphanisme, mouvement littéraire initié par Henri Perruchot, que l'on voit au centre de la photo, mouvement d'art et de littérature d'expression populaire, cherchant à se démarquer du surréalisme et de la littérature prolétarienne. On se rend compte, à travers cet aperçu, de l'ampleur des domaines traversés, des disciplines explorées, aboutissant à une œuvre aussi protéiforme. Le défi majeur de la biographie de Michel Ragon était de faire apparaître le fil rouge, la logique interne qui a conduit à la production de l'ensemble. Et ce soir, je voudrais vous entretenir de ce qui fonde, selon moi, la profonde originalité de cette œuvre. Ce style qui le distingue entre tous
et que j'ai finalement défini comme étant l'alliage Ragon. Et l'une des composantes de ce style réside, comme il l'a précisé dans la première citation que je vous ai lue, dans les références autobiographiques qui truffent ses livres. Sa culture d'origine, façonnée autour des images d'enfance de la Vendée, est la somme de ses expériences d'homme et d'écrivain, où la place de l'amitié a, dès l'origine, été prépondérante. Ragon avait raison de penser que, par rapport à ses romans précédents, l'accent de ma mère était plus réussi, pas simplement en termes de vente. Et que ce roman avait agi comme un déclencheur. Tout simplement parce que, d'emblée, l'auteur Ragon a su mettre sa peau sur la table, selon la formule de Céline, écrivain dont Ragon défendait les innovations stylistiques. La peau en question venait de Vendée, avait été tannée par toutes sortes d'aventures sociales, littéraires et artistiques, et il était dès lors en mesure de la coucher sur le papier. Les souvenirs de Fontenay-le-Comte se concentraient sur le quartier de la maison d'enfance, rue des Orfèvres, toute proche d'un fameux pont, le pont des Sardines, faisant la jonction avec la rue des Loges, qui était le nom ancien des habitations rudimentaires, des cabanes faites à partir de roseaux. Le pont des Sardines, connu pour ses lavandières, pas toujours très amènes, mais pour Michel Ragon, enfant, des figures de l'indépendance sociale. Je n'aimais pas que grand-mère aille travailler chez les autres, qu'elle se renferme toute la journée dans ces hangars qui constituaient l'envers sordide des magasins. Je la préférais lavandière, dans l'eau verte de la rivière. Pour les familles qui ne disposaient pas de buanderie, elle rejoignait en effet de temps en temps les laveuses qui battaient le linge non loin du pont des Sardines. Agenouillée au bord de l'eau, elle lançait des draps dans le courant en prenant soin de ne pas les laisser dériver, les tordait, les assommait à coups de battoir. Entre deux tapis de nénuphars, les laveuses avaient aménagé un plan d'eau. La place y était étroite. Aussi ne reçurent-elles grand-mère qu'en maugréant. Mais surtout, ce pont était, depuis le Moyen-Âge, un lieu de chalandise pour la vente de produits de la mer, à commencer par le poisson le moins onéreux, la sardine. Dans le roman autobiographique retraçant la vie avec ses grands-parents à Fontenay-le-Comte, un rossignol chantait, Michel Ragon raconte. Dans notre petite ville, la frugalité nous semblait naturelle, comme l'appétit pour les aliments, le meilleur marché. On n'avait pas l'impression de se priver. On n'achetait pas des sardines à défaut de homard, puisque nous ignorions le homard, et que les sardines évoquaient l'abondance. La sardine, sur le pont des Sardines, donnait à notre quartier un air de fête dès qu'arrivaient les sablaises, avec leurs paniers d'osier couverts de fougères, avec leurs coiffes en énormes ailes de papillons, avec leurs petits sabots noirs à talons et leurs jupes plissées, très courtes, sur d'affriolants bas noirs. Les sablaises, leur air mutin, la manière provocante dont elles criaient « à la fraîche, vendaient les sardines à la douzaine et en même temps donnaient un spectacle dont personne, surtout les hommes, ne se lassait. Elles apportaient chaque soir un air d'ailleurs, l'air de la mer si proche, et, pour beaucoup qui n'avaient jamais vu l'océan, un évitant exotisme. Ces petits poissons brillants, à l'odeur de marée, grillés au feu de bois dans la cheminée, constituaient une friandise dont on ne se fatiguait pas. Sensualité et exotisme, c'est aussi ce que véhiculera l'Olonois, le héros du roman d'aventure corsaire Le Marin des Sables, dont l'origine revient au biologiste vendéen Henri Laborie, qui en proposa le sujet, les Vendéens de la côte sur l'île de la Tortue, après avoir lu avec enthousiasme L'accent de ma mère.
Dans l'argumentaire qu'il fournit à son éditeur, Albin Michel, Ragon n'hésite pas à mettre en avant une implication personnelle. Pendant toute son enfance, il parle de lui, pendant toute son enfance vendéenne, a beaucoup rêvé sur les plages de la côte atlantique, alors semi-déserte. Comme justifiant ce qui est à ses yeux une œuvre très aboutie, pour laquelle, il est vrai, Ragon s'est énormément documenté, et sur laquelle il a longuement hésité sur le titre, il poursuit, à l'intention de son éditeur, commence comme un roman d'aventure, se poursuit en conte philosophique et débouche sur la métaphysique. Écriture très travaillée, qui tranche avec les habituels romans d'aventure. De fait, la découverte de ce nouveau monde et de ses premiers habitants confirme une croyance profondément ancrée. Le paradis terrestre a bien existé. L'Aulnois en trouve l'illustration parfaite chez les Indiens Arawaks. Mais l'entreprise d'exploitation de ces nouvelles ressources par les puissances européennes, leur fanatisme religieux bénissant les exterminations de masse des indigènes et l'esclavage des populations transplantées d'Afrique, transforme cette formidable opportunité en enfer. Exotisme donc dans les aventures de l'Aulnois, exploration de la sensualité également, avec des amours indigènes, et une liaison homosexuelle avec un chirurgien protestant, histoire de cumuler les transgressions. En d'autres occasions, Ragon mettra en avant les rapports intimes entretenus dans son imaginaire romanesque entre les désirs charnels et l'eau, la mer et la ville qui la représentaient, les sables de l'Europe. Et, si vous me permettez, une petite digression, qui n'en est pas vraiment une, je voudrais évoquer la figure du docteur Octave Béliard, mentionné dans l'Accent de ma mère à plusieurs reprises pour son livre « Soignez-vous bien ». L'auteur reprend sa mère quand celle-ci prétend que ce docteur a donné son nom à une place homonyme de Fontenay-le-Comte, qui fait en fait référence à un général des guerres napoléoniennes. Or, l'auteur lui-même commet une erreur, car le bon docteur hygiéniste a un nom qui s'orthographie différemment de celui de la place en question. Et il se trouve qu'Octave Béliard était aussi explorateur et surtout écrivain. Il s'est intéressé à l'histoire des sorciers, a écrit des nouvelles fantastiques, et un étonnant roman proto-historique intitulé « La femme comme l'eau ». Je ne sais ce que Michel Ragon aurait pensé de ce livre, mais j'ai dans l'idée que cela aurait pu satisfaire son attrait pour les récits des origines. Comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a quelques instants, la part revendiquée comme autobiographique dans son œuvre est composée des souvenirs vendéens et des données de l'expérience, lesquelles données furent cimentées par un matériau fondamental, le sens de l'amitié. Et il ne fait aucun doute que ses plus grands amis se comptèrent parmi les artistes, musiciens et architectes, et surtout plasticiens. Jean-Michel Atlan, Hans Hartung, Georges Mathieu, James Guittet, Martin Barry, Gérard Schneider, Serge Poliakov, Jean Dubuffet et bien sûr Pierre Soulages, tous ceux dont les œuvres sont exposées au deuxième étage du musée. J'ai isolé quelques photos où on le voit en compagnie d'Alain Bourbonnais, l'infatigable animateur du Centre d'art brut La Fabuloserie. Puis, en train de se livrer à quelques facéties avec Alexandre Calder ou avec Robert Sabatier et l'illustrateur Jean-Pierre Descloses. Je n'ai toujours pas de corde, mais enfin, vous pensez. Et Ragon s'est montré soucieux, dès les années 80, de conserver la mémoire de ses amitiés structurantes, si je peux dire.
Très conscient de l'importance de transmettre, il a confié la correspondance qu'il avait reçue de Gaston de Chessac, 47 lettres, à l'abbaye Sainte-Croix, qui en a établi un catalogue raisonné en 1993. Michel Ragon, dans l'ouvrage Le regard et la mémoire, qui contient de très belles pages émouvantes sur la relation avec Chessac, revient sur cette longue correspondance, la plupart du temps très amicale, parfois tumultueuse, compte tenu du fait que plus je m'insérais dans la vie parisienne, plus il s'enfonçait dans son isolement rural. Rappelons que Michel Ragon fut l'un des premiers à parler de Chessac dès 1946, dans un article publié dans la revue d'Henri Poulaille, Maintenant, article intitulé « Gaston Chessac, esthète en tablier de cuir ». Ce qui lui valut la réponse suivante de l'intéressé. « Cher monsieur, j'ai reçu maintenant. Merci beaucoup de votre bel article, qui fourmille d'inexactitudes à mon sujet, ce qui est sans doute mieux ainsi. Vous avez répété plusieurs de celles imprimées dans pierre à feu, et puis ajouté entre autres ce tablier de cuir qui doit coûter très cher et qui a dû impressionner pour ça. Et plus loin, je pense n'y être pour rien dans ces inexactitudes, quand j'aurai une tendance, quoique j'aurai une tendance parfois à dire les choses d'une façon qui fasse imaginer autre chose, tout en disant scrupuleusement la vérité. Je dis d'ailleurs que mes écrits sont en libre interprétation, comme les saintes écritures. À la fois heureux et inquiet d'avoir un interlocuteur vendéen, Chessac confie à Ragon tout à la fois des anecdotes truculentes. « Cher monsieur, je crains de vous en avoir trop dit ou pas assez. Au sujet du bouc, je ne vous ai pas dit qu'il effraie tellement une chèvre qu'on lui avait amenée que celle-ci sortit par la fenêtre sautant ainsi d'un étage. » Mais il s'épanche également sur les difficultés qu'il rencontre et sur les propos de Dubuffet le concernant. C'est en bas. Vous avez la citation en bas. La Vendée ne m'a permis de peindre aucun tableau. Seule Madame Henri Godard, propriétaire du café À ta santé à Boulogne, m'a permis d'exécuter des peintures murales. Pour certains, Dubuffet m'a fait du tort en me défendant. Mais avant qu'il n'apparaisse dans mon horizon, c'était pareil pour moi. Peut-être cela tient-il à une question de race. Les lettres à Ragon contiennent également les traces du cheminement spirituel de Chessac, lui permettant de surmonter les difficultés de sa vie matérielle et les incompréhensions et manipulations du monde artistique. Ragon fut très impressionné par sa personnalité multiple. Il le publia dans les cahiers du peuple qu'il dirigeait et s'en inspira pour créer de toutes pièces, avec son ami peintre James Guittet, un peintre-poète rural, Jules Pinfac, mal orthographié lui aussi, puisqu'à l'origine, son nom avait pour graphie Pinfao, comme Guéméné Pinfao en Bretagne, que l'on prononce Pinfou d'ailleurs. Ragon comptait mystifier le milieu parisien, Jean Paulhan et Jean Dubuffet, en premier lieu. Malheureusement, seuls ses amis, le poète Jean Lanselme et Chessac, mordirent à l'hameçon. Pinfac disparut rapidement, sans laisser de traces. Chessac confia encore à Michel Ragon ses apprentissages de peintre auprès d'Otto Freundlich, ou ses voisinages avec les expériences textuelles surréalistes. Comme épistolier, je suis de plus en plus hermétique. J'ai fait exception pour vous. Je crois qu'on peut parfaitement influencer des gens avec des messages hermétiques, les influencer vers l'imprévisible, comme le fait le message concret, compris tout de travers. Un écrit hermétique, c'est comme un écrit concret, compris automatiquement tout de travers. Et c'est ce qui le rend précieux pour conduire les gens à l'imprévu. Décembre 1950. Précieux, composite et imprévu, cet échange entre Chessac et Ragon
n'a certainement pas fini de bénéficier aux études de la vie culturelle et artistique française des années 1940-1960. Il est temps de conclure, et je voudrais insister, en cette fin d'exposé, sur l'envergure de Michel Ragon. Formidable passeur d'art et de littérature, à l'immense générosité. Lui, qui était autodidacte, enseignait à l'école de la vie, délivrant un message universel. La vie au fil de l'eau vive, pas seulement inspirée par la rivière, le marais ou même la mer, mais celle de nos existences. Et il sut, à chaque fois que l'occasion s'en présentait, tenir un discours plaçant l'individu au centre de la leçon de sa vie. Je vous remercie.